MSR TV, notre partenaire média. Merci de nous rejoindre sur MSR TV. Bienvenue au journal du soir. Et tout de suite, les titres dans cette édition. Le déguerpissement, une politique souvent mise en œuvre par les pouvoirs publics et les collectivités locales pour réguler le domaine public occupé par les anarchistes. Mais cette opération de déguerpissement traite-t-elle le mal à la racine? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. À tout de suite. Eh bien, ouvrons cette édition par cet éditorial qui parle du déguerpissement, qui est une politique souvent mise en œuvre par les pouvoirs publics et les collectivités locales pour réguler le domaine public occupé par des anarchistes. Mais ces opérations de déguerpissement traitent-elles le mal à la racine? C'est la question que se pose la rédaction de MSR TV. Et Motive Tivongo pose la problématique du phénomène de déguerpissement, des vendeurs à la sauvette à Monkamba. Suivez. Comment ne pas s'arrêter un tout petit peu ce 20 août 2024 sur cette problématique qui fait parler d'elle des décennies entières déjà? Le phénomène de déguerpissement des débrouillards sur l'ensemble du territoire national. Car dans ces populations qu'on déguerpit, il faut voir des débrouillards, des courageux, des pères et mères, ou mieux, des responsables de famille plutôt que des anarchistes. Peut-être que les pouvoirs publics et même les collectivités locales n'ont jamais fait attention dans l'élaboration des politiques publiques inhérentes au projet de déguerpissement des populations occupant, l'on dira, anarchiquement un domaine public. En effet, il est de bonne loi pour des serviteurs du peuple de comprendre que toutes les fois qu'il s'agira de prendre une décision publique, quelle que soit l'institution, la motivation doit être le bien-être de ce peuple qu'ils servent. Faire autrement ne traite pas le mal à sa racine, mais fait pousser des rejetons, donc d'autres problématiques socio-économiques qui font que le pays, à la place du véritable développement, fait du surplace. Tenez, pour ne prendre que l'exemple du marché dit de Tister, déguerpir ou expulser les commerçants pour décongestionner la nationale numéro 1 ne peut qu'être salué en ce que ça règle une problématique de société, les embouteillages. Mais seulement voilà, la racine du mal, ici, ce n'est pas l'occupation anarchique du domaine public, qui est une conséquence, s'il vous plaît, et non une cause, dans le cas d'espèce. Mais la racine, donc la cause, c'est bien clairement la pauvreté et sans contredit. Le réflexe de nous autres, les pauvres, c'est la débrouillardise pour se tirer d'affaire dans une vie où rien n'est donné, comme disait le président de la République. Sinon, c'est devenir un vrai irresponsable pour finir comme voleur, escroqueur, violeur, bébé noireur, si ça se dit. Pendant donc que nos concitoyens débrouillards remuent ciel et terre pour chasser la pauvreté, les pouvoirs publics, eux, préfèrent chasser les débrouillards et la pauvreté leur revient au galop. N'est-ce pas qu'il fallait les reloger, même avec l'argent des taxes municipales que les administrateurs maires ont eu à collecter là, tout aussi anarchiquement des années durant? L'on n'a presque jamais compris que ce que l'on collecte du contribuable comme taxes ou impôts, ce n'est pas pour nos poches, mais pour bâtir la cité. Dans le même registre, sans avoir été prévenus et sans mesure d'accompagnement,
Les vendeurs du marché Tister à Monkamba sont chassés du bas-côté du tronçon de la nationale numéro 1 entre le rond-point et Vindoulou dans l'arrondissement 5 Mongompuku. Suivez le point avec Guy Serge de Mwanza. L'opération de déguerpissement des vendeurs du marché Tister occupant les abords du tronçon de la route nationale numéro 1 entre le rond-point et l'arrêt S'Emparer du côté de Vindoulou s'est poursuivie mardi 20 août. Cette opération concerne pour le moment l'accotement ou le bas-côté de l'arrondissement numéro 5 à Mongompuku où les étals des vendeurs ont été détruits sous leur regard impuissant et leur indignation. Vraiment, c'est avec beaucoup de regrets. Quand nous savons vraiment que depuis qu'on a levé le grand marché, jusque-là, les gens ne sont pas encore repartis dans le marché. Tchétché également, les gens sont dans les ruelles. Nous, ici à Tister, on vient nous enlever. Finalement, comment on va faire? Nous sommes proches de la rentrée scolaire. Nous sommes des mères des enfants quand même. Quel État quand même puisse voir ce problème? C'est pas normal ce qu'ils font. Beaucoup de gens nourrissent les enfants à cause de ce marché. Je sais qu'il y a le danger, mais que voulez-vous qu'on fasse? Ceux qui sont au grand marché font comment? Ils sont toujours autour des rues et des avenues. L'arrondissement Mongompuku n'a pas de marché. À Mongompuku là-bas, le marché c'est dans la ruelle. À Safoumou, c'est dans la ruelle. À Tchali, c'est dans la ruelle. Et ici également à Monkamba, c'est dans la ruelle. Donc, c'est pas de notre faute. Vraiment, ça nous fait très mal. Quand on casse le marché subitement comme ça là, il fallait qu'il y ait de préférence qu'on puisse nous préparer le marché de Vindoulou là-bas. Là, quand même, tout le monde pourra s'installer tranquillement et vendre en paix. Mais là, subitement, on nous demande de rentrer dans le ruelle. Et il y a la saison de pluie aussi qui arrive. Et vendre dans le réel avec la saison de pluie, vraiment, ça ne peut pas marcher. Vraiment, on ne peut pas bien vendre en sécurité. Donc, j'aimerais bien dire à l'État congolais qu'il fasse au moins vite, qu'il nous construise au moins le marché là-bas, de Vindoulou, vers le PSP. Là, au moins, on sera un peu en sécurité. Le remue-ménage que vous voyez à travers ce marché de Tister met en évidence l'opération de déguerpissement qui continue son petit bonhomme de chemin, particulièrement du côté de l'arrondissement numéro 5 à Mongompuku. Il va de soi que les vendeurs de ce marché reconnaissent le caractère dangereux des abords de cette route nationale. Seulement, ils sont inquiets de savoir que ce déguerpissement intervient au moment même où on approche de la rentrée scolaire. Quittons le domaine public pour la santé publique. Depuis plusieurs jours déjà, l'Organisation mondiale de la santé OMS a tiré la sonnette d'alarme sur la présence de la variole du singe dans plusieurs pays africains. La variole du singe qui nous est expliquée dans ce reportage signé Amelia Baker. Suivez. La variole du singe est causée par le virus de la variole et se transmet d'un animal à l'homme. Le docteur Aimé Bando Omongo nous parle de la maladie, de ses signes cliniques et de son mode de contamination. La variole du singe, c'est une maladie infectieuse émergente, causée par un virus transmis par les animaux. Si on appelle variole du singe, c'est parce qu'on a découvert cette maladie chez les singes. La maladie se transmet de beaucoup de façons, surtout d'abord par la salive. Contamination directe, côte à côte, toucher les objets souillés, aller toucher les animaux infectés. Elle commence d'abord par la fièvre. La fièvre associée avec les céphalées, donc les maux de tête, les douleurs au niveau du dos, au niveau musculaire, la fatigue et des adénopathies, gonflement des ganglions. Après apparaissent une éruption, c'est-à-dire les boutons, qui sont des vésicules comme lors de la varicelle. Et ces vésicules vont se transformer en pustules. Donc au début c'est l'eau claire, après il y a du pus dans ce bouton, après ça se transforme en croûte. La variole du singe est une maladie très contagieuse dont les complications peuvent être mortelles en cas d'une mauvaise et tardive prise en charge. L'hygiène et le vaccin restent les moyens efficaces de sa prévention. Les complications sont nombreuses. D'abord les complications au niveau des lésions, parce qu'il y a des boutons qui vont apparaître tout le corps. Et les boutons là peuvent se surinfecter. Mais on peut avoir la complication au niveau respiratoire. La personne va se mettre à mal respirer, les complications cardiaques, les complications neurologiques. Et donc la personne peut mal respirer et rentrer dans le coma. Les populations normalement doivent éviter les contacts avec les personnes qui ont fait la maladie. D'abord isoler la personne qui est malade, il faut l'isoler.
et éviter d'utiliser les objets sur cette maladie. Et dans la forêt, il ne doit pas attraper ou manger les animaux infectés, l'hygiène du milieu et surtout, s'il y a possibilité, il y a des vaccins qui existent. Voilà, parlons éducation, orientation des étudiants et des bacheliers. C'est en vue de sensibiliser les jeunes bacheliers et étudiants. Hier lundi que se sont ouvertes les activités de la 3e édition du Gala des bacheliers à Pointe-Noire. Plus amples informations avec Guy-Serge Demonza. Les activités relatives à la 3e édition du Gala des bacheliers ont été lancées lundi 19 août au canal Olympia de Mpita à Pointe-Noire. À cette occasion, Herman Bergerac Mapara Boukoumou, directeur départemental de la jeunesse à Pointe-Noire, a déclaré ce qui suit. L'honneur me choisit ce jour, lundi 19 août 2024, de prendre la parole dans cette mythique salle du complexe canal Olympia de Mpita, en vue donc de sensibiliser les jeunes élèves, bacheliers, étudiants et les professionnels d'entreprise dans la découverte, bien sûr, du secteur d'activité des entreprises, mais aussi à l'orientation, surtout, des jeunes bacheliers. Le représentant de la présidente du conseil départemental et municipal, maire de Pointe-Noire, Érudit Mbumba Madiela, a aussi loué cette initiative consistant à sensibiliser les bacheliers sur l'éventail de filières qui existent. De fil en aiguille, le passage du panel pro sur la gestion a permis aux 3 panélistes que sont Loïc Makosso, juriste des affaires à l'origine, Ornella Malanda, experte en RH, et Jessica Goma Mamoni, magistrat, de partager leur expérience aux bacheliers. Loïc Makosso, qui a inspiré le slogan de cette 3e édition, a bien voulu faire une économie de mots en ces termes. La vie, c'est comme la guerre, ça se prépare. Et il faut donc avoir une vision, avoir l'audace de l'exécuter et ensuite travailler énormément pour que ce soit une réalité. La promotrice du Gala des bacheliers, Ruth Mbongo, et quelques bacheliers ont également réagi au sortir du passage du premier panel. Cette année, nous avons fait les choses en gros, s'il faut le dire. Nous avons reçu des intervenants comme M. Loïc Makosso qui vient tout droit de Brazzaville pour dire qu'ils ont vraiment à cœur de partager. Et ils sont nombreux qui viendront de Brazzaville. Nous avons reçu plusieurs universités, tant en local, 4 universités notamment, et 4 universités étrangères, alors que l'année dernière, le nombre était réduit de moitié. Et donc du coup, ce qui fait que par rapport aux objectifs que nous sommes fixés pour cette année-ci, nous pouvons dire que les objectifs sont passés du simple au triple et nous espérons les atteindre. Le Gala des bacheliers était un événement très instructif. Notamment, il y a eu des panélistes qui nous ont raconté un peu leur histoire. C'était très impressionnant. J'ai retenu essentiellement plein de choses. Surtout de la part des invités qui sont venus nous faire part de leur vécu. Ça a été très instructif. 3 jours durant, entrepreneurs et universitaires nationaux et étrangers vont édifier les bacheliers, les étudiants et leurs parents sur la nécessité d'orienter les jeunes dans le choix de leur filière et la structuration de leur avenir. Quittons l'orientation de bacheliers et étudiants pour l'enseignement technique et professionnel où la décision de mise en stage obligatoire pour tous les candidats qui passeront le baccalauréat technique ou professionnel l'année prochaine a été au menu des échanges entre le partenaire du ministère de tutelle et les parents d'élèves au lycée technique Poitiers-Bernard sous la houlette du directeur général de l'enseignement technique et professionnel. Suivez. Cette rencontre d'échange entre les partenaires du ministère de l'enseignement technique et professionnel et les parents d'élèves des structures scolaires techniques et professionnelles de la ville de Pointe-Noire s'est tenue ce samedi 17 août au lycée technique Poitiers-Bernard. Les directions départementales sont là et toutes les demandes concernant les écoles privées doivent passer par les directions départementales. Nous avons un dispositif déjà. La nation a besoin de l'effort de tous. Déclinons les statistiques de chaque lycée technique.
Tour à tour, les proviseurs des établissements techniques et professionnels ont éclairé l'auditoire au sujet de la mise en stage des élèves en tenant compte de leur travail scolaire réalisé au cours de l'année. Nous sommes déjà dans l'application, nous sommes en train de faire la prospection, nous sommes en train de travailler avec les partenaires. Donc à ce jour, nous avons déjà 36 élèves qui sont en train de passer leur stage. Et sur ces 36, 18 ont déjà achevé. Nous sommes là pour appliquer le décret du Premier ministre et la note circulaire du ministre de l'enseignement technique et professionnel qui rend obligatoire la mise en stage des apprenants. Parce que vous devrez savoir que l'année prochaine, tout candidat au bac doit présenter son attestation de fin de stage. Les partenaires, eux, tout en louant cette initiative du ministère de l'enseignement technique et professionnel, ont rassuré. J'ai trouvé une belle préparation des stagiaires qui sont venus chez nous. Ils sont très intelligents, mais il faut l'introduire dans le monde du travail. Moi, je ne vois pas comment un enfant il peut trouver des travail seulement avec l'école. Non, il faut un stage. Une entreprise, quand elle est bien organisée, on bâtit une stratégie pour pouvoir inculquer des connaissances de base à l'enfant en 2 semaines. Nous avons 8 heures de travail par jour et en 8 heures du temps, on peut faire énormément de choses. Parce que nous, les entreprises privées, nous sommes axés tous les jours sur les résultats. Donc, les tuteurs que nous mettons en place dans les entreprises pour s'occuper des stages ne s'occupent que des stagiaires pendant les 2 semaines. Signalons que cette rencontre d'échange entre partenaires et parents d'élèves a été mise à profit pour la remise des attestations de fin de stage aux élèves qui ont bouclé cette phase de stage d'imprégnation en entreprise. Allons dans nos marchés pour parler consommation. C'est une arnaque qui ne dit pas son nom. La publicité mensongère des prix dans nos marchés dérange plus d'un client. Les victimes, souvent piégées par les prix alléchants, sont surprises lorsqu'elles sont contraintes de payer le double ou le triple du prix affiché. Le reportage est signé Irène Kouka. Suivez. Observé depuis quelque temps dans les marchés, les commerçants de la ville Océane, ceux qui vendent dans les marchés, ont développé une mauvaise pratique appelée en langue locale Mabalou. En réalité, il s'agit d'une publicité mensongère, c'est-à-dire les étiquettes sont fixées, mais à l'achat, le vendeur demande plus que ce qui est sur l'étiquette. Nous avons recueilli quelques témoignages sur ce sujet. Il met par exemple 500 pour attirer la clientèle et lorsque vous venez acheter, il dit non, c'est à 1500. Je dis mais pourquoi vous avez mis alors 500? Il dit non, en fait c'est pour attirer la clientèle, c'est leur stratégie. En fait c'est pas bien. Donc généralement je demande, je dis que par rapport au contrôle de prix, doivent venir et contrôler, voir de leurs propres yeux qu'est-ce qui se passe dans les marchés. Parce que comme ça, là, ça crée toujours beaucoup de problèmes chez les paniers de la ménagère. Cette mauvaise pratique ne permet pas aux citoyens de bien faire leurs courses sur le marché. J'ai été victime de ça à plusieurs reprises et bon, je ne pouvais plus revenir en arrière parce que je sais que je n'ai pas de force face à eux. Parce que s'ils veulent s'associer contre moi, je ne pourrais pas tenir. Donc, je suis obligée de laisser comme ça, mais avec un pincement au cœur. C'est dommage. Tous les prix doivent être homologués et affichés quelque part afin que le peuple puisse savoir que là-bas, tel prix, je vais acheter tel marchandise à tel prix. Les Pontonegrins en appellent aux autorités des marchés et aux autres services du commerce de veiller sur cette forme d'arnaque qui ne dit pas son nom. Depuis des décennies, un vice gangrène l'administration publique congolaise, la lourdeur administrative. Ce vice n'est pas sans impact sur les administrés, comme l'épingle dans ce papier Moïtif Tivongo. Suivez. Ce sujet, relatif à la lourdeur administrative bien connue de toutes les institutions de la République, a déjà traversé des décennies et demeure jusqu'ici, malheureusement, une problématique de société, une épine sous les pieds des pouvoirs publics. La lourdeur dans l'administration congolaise, dont les causes sont multiples, n'est pas sans impact sur la vie même des administrés. Parmi les causes, selon les administrations, il y a certainement trop de formulaires à remplir, générant une paperasse parfois très inutile. Trop de formalités administratives pour un même document
et toutes les surcharges administratives qui vont avec, sans compter les causes, sans compter les caprices et l'absentéisme des commis de l'État, en l'occurrence les différents responsables administratifs qui ont le devoir d'authentifier les pièces administratives par leur signature. Voici qu'une pièce peut durer 7 ans, s'il vous plaît, dans une administration publique. C'est au point qu'on a multiplié les rendez-vous à l'administré qui a fini par se fatiguer ou par se lasser et a décidé de ne plus s'y rendre, non sans voir un projet de développement échouer à cause, bien entendu, des lourdeurs administratives. Combien de citoyens, à l'attente d'un acte juridique, d'un passeport, d'un permis de conduire, d'un acte de commerce, d'un diplôme, d'une pièce quelconque pour la constitution du dossier de retraite, même du NIU qui vient d'arriver, le numéro unique d'identification, n'ont-ils pas été victimes de ces lourdeurs dites administratives? Que les psychologues nous disent si le stress, les déceptions et les énervements dus à la lourdeur administrative n'ont aucun impact sur la santé des victimes. La lourdeur administrative, disais-je, affecte l'efficience de l'action publique. Elle est à l'origine des inégalités et peut entraver l'accès à des droits fondamentaux. Nombre de citoyens ne bénéficient pas des politiques publiques par faute de pénibilité des démarches administratives. Lorsqu'on sait qu'une administration devrait être performante et proactive, il faut, nous semble, rendre l'administration simple, accessible et respectueuse des citoyens au service desquels elle est. Faisons un tour à l'étranger et la page internationale nous conduira au Soudan, au Ghana, au Mali et au Kenya avec les confrères de VOA Afrique. Images et commentaires. Le vice-président du Ghana, Mahamoudou Baoumia, et candidat du parti au pouvoir à la prochaine présidentielle, a organisé dimanche son premier grand meeting de campagne dans le nord du pays. Il a promis de mener des réformes économiques afin de créer des emplois. Au Mali, des pluies diluviennes ont fait d'énormes dégâts à Bamako au cours du week-end. De nombreuses familles continuent de réparer les dommages causés par les eaux qui se sont abattues sur la capitale malienne toute la journée du samedi. Le gouvernement kenyan envisage de réintroduire certaines taxes qu'ils avaient été contraints de retirer fin juin du projet du budget sous la pression d'un mouvement de contestation. Le gouvernement soudanais a déclaré qu'elle enverrait une délégation au Caire pour des discussions avec des responsables américains et égyptiens lundi, laissant ouverte la question de la participation au pourparlers de paix visant à mettre fin à une guerre qui dure depuis 16 mois. Le sport, enfin, en Coupe africaine, l'AS Léopard de Dolisie a fait une mauvaise entrée en lice dimanche face aux Algériens de Belouizdad, score final 2-0 en faveur des visiteurs, tandis que l'AS Auto jouera dimanche prochain à Brazzaville après la délocalisation de 2 rencontres de Coupe CAF. Le point avec Triblan Ngayembo. Retour difficile ce dimanche pour l'AS Léopard en Coupe CAF, notamment au match aller du premier tour des préliminaires. À domicile, les Fauves ont été dominés par les Algériens du CR Belouizdad. Les visiteurs ont trompé par 2 fois le portier des Fauves pour l'emporter 2-0. L'entraîneur de Léopard après la rencontre. Il faut tirer les enseignements de ce match. Il y a eu beaucoup d'enseignements. On a manqué un peu de rythme. Cela aussi peut se poser par rapport au temps de notre préparation. On n'a pas eu assez de temps. Mais c'est un match de foot. 90 minutes. Le restant, mais on va tout faire pour finir notre stratégie, certainement, avec moins de au compteur, et essayer de bien penser sur l'attaque et bien se comporter défensivement. Quant au second représentant congolais en Coupe CAF, notamment en Coupe de la Confédération, c'est un déplacement presque touristique puisque le match prévu samedi face aux Équato-Guinéens du 15 août ne s'est plus joué. Raison occupation du stade pour une activité culturelle. Décision finale de la Confédération africaine de football, les 2 rencontres se joueront à Brazzaville, dont le premier à huis clos, le 25 août prochain. Voilà, complètement refermé cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MSR TV.
MCR TV, notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média.